coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontez leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Annabelle, mais tout le monde m'appelle Anna. J'ai 54 ans. Je ne sais pas pourquoi. Je bloque en ce moment je me dis que j'ai 56. Je suis mariée depuis 28 ans. J'ai 4 enfants. Je vis à Genève. Aujourd'hui, je suis la fondatrice de l'association Hope et directrice de l'association. Donc, c'est ma vie. Je vis, je mange de genre Hope, une association qui aide les femmes à se relever de leur cancer, de l'annonce du diagnostic en post-cancer, grâce à l'équithérapie et l'art. J'ai été diagnostiquée de mon premier cancer du sein en 2014. Ensuite, j'ai eu un mélanome. Je suis en récidive de mon cancer du sein depuis décembre et j'ai eu un autre mélanome il y a un mois. Bonjour Annabelle. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Merci d'être venue devant mon micro, devant le micro d'À coup de pourquoi. On s'est connus, en tout cas moi je t'ai connue via un post LinkedIn qui était très touchant, où j'ai été taguée par mon mari parce que lui aussi a été touché par ce que tu disais dedans à propos de ton association Hope, et on va en parler. Mais on va surtout parler de toi. D'abord, je voudrais comprendre tout ton parcours. Déjà, la première question qui me vient tout de suite, c'est comment ça va ? Écoute, ça va. C'est sympa de poser la question. C'est ça, entre personnes qui vivent la même chose, on sait ce que ça signifie. Ça va. C'est beaucoup plus difficile de supporter le traitement d'hormonothérapie que j'ai là depuis le mois de février. J'ai très bien supporté les 5 premières années de tamoxifène, mais malheureusement, j'ai fait une thrombose sous tamoxifène et surtout une récidive. Donc aujourd'hui, je suis sous létrozole et j'avoue que j'ai beaucoup de douleurs. Douleurs, problèmes de sommeil, un peu troubles cognitifs, troubles de la mémoire. Donc, je m'oblige à faire aujourd'hui près de 1 heure de sport intensif, de cardio intensif pour supporter les douleurs. Et puis, je fais aussi de la cryothérapie. Mais pour une fois, j'ose le dire, parce que tout le monde me dit « Ouais, on a l'impression que tu vas toujours super bien, que tu as toujours la patate. » J'ai la patate, mais physiquement, je morfle quand même un peu. J'avoue. On peut le dire quand même. On peut le dire. Raconte-nous, Annabelle, comment tout ça a commencé. Est-ce que tu peux nous raconter déjà la première fois, donc c'était il y a 10 ans, et après peut-être qu'il y a une annonce sur peut-être les 4, c'est ça, que tu as subi, qui a été plus touchante pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ? Alors, la première, c'est clairement la plus violente. J'avais 44 ans. J'avais régulièrement des biopsies pour des petits nodules depuis l'âge de 20 ans. Et puis, un jour, je passe ma mammographie. On me dit, bah, non, tout va bien, vous avez des microcalcifications, mais revenez nous voir dans 6 mois. Puis, à l'époque, j'étais hypocondriaque. Et je me suis dit, c'est bizarre, je vais pas attendre 6 mois. Donc, je suis allée demander un 2e avis, puis un 3e avis. On m'a dit, c'est bizarre, ça ressemble à des taches de déo, ce que vous avez sous le bras. Faudrait qu'on fasse une biopsie. On sait pas comment la faire, cette biopsie. Je dis, waouh, stop. J'ai trouvé un contact au centre Léon Bérard. Là, c'est ce que je raconte dans mon spectacle. Je me suis retrouvée face à un oncologue avec les cheveux en pétard qui ressemblait à un mec dans, tu sais, Retour vers le futur. Ah oui, avec au les doc. cheveux comme ça, voilà. Il reçoit l'appel d'une radiologue. Il fait « Oui, il y a une jeune femme là. Oui, elle a peut-être un petit cancer. Faudrait que tu la vois. Je pense qu'il faut qu'on fasse une bio sous écho. » Et là, je me suis dit « Putain, j'atterris dans un autre monde. » Et en fait, j'ai eu cette biopsie et je suis passée de « Vous n'avez rien » à « Vous avez un cancer, on va vous enlever le sein. » Et là, je me souviens de rien. Je me souviens juste avoir dit « Ok, vous hésitez à m'enlever le sein, mais allez-y, mais dans 3 semaines, je vais être à cheval. » Et après, je me souviens de rien. C'est le trou noir. Ma copine m'a raccompagnée chez moi. On habitait en Haute-Savoie et j'avais appris le diagnostic à Lyon. Et là, ton monde s'écroule. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mon mari me dit « Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ?» Et il me dit, Anna, est-ce qu'on leur dit? Je dis, non, mais moi, j'ai besoin de chialer. Je vais chialer, je sais pas pendant combien de temps, mais laissez-moi le temps de chialer. Donc, oui, on leur dit. Donc, la petite avait 7 ans. Ils avaient 7, 9, 11, 13. Donc, on leur a dit, eh ben là, ta vie, elle s'écroule. Tu te vois morte, tu prépares ton enterrement, tu te dis, je vais pas voir mes enfants grandir, je vais pas vieillir.
tout s'écroule. Et puis, je me souviens que le lendemain, je suis allée voir mes chevaux. Et là, j'ai oublié la maladie pendant quelques minutes. Ma maman est arrivée à ce moment-là, en larmes. Et je me suis super énervée contre elle. Je lui ai dit, maman, tu fais chier, quoi. Tu peux pas. Moi, là, je pleure pas. Je suis avec mes chevaux. Je pensais plus au cancer. À ce moment-là, je me suis dit, les chevaux, ça va être ma résilience. Et donc, en plus, c'était 2 jours avant mon anniversaire. C'était le 27 mai. Le chirurgien m'a rappelé. Il a dit, bon, peut-être que vous allez pas avoir de chimio, peut-être même pas de radiothérapie. On va juste vous enlever le sang. J'ai dit, ah oui, mais en fait, je m'en fous complètement du sang. Vraiment, allez-y. Mais vraiment, dans 3 semaines, je vais être à cheval. Et puis, mon fils fait les championnats de France. Je dois conduire le camion dans 1 mois et demi avec le cheval dedans. Il faut que je traverse la France. Et voilà. Et tout s'est enchaîné comme ça. Et en fait, ça a été. Je ne sais pas si ça a été ça pour toi, mais je pense que le plus dur, c'est l'annonce de la maladie. Parce que même encore aujourd'hui, quand on te dit vous avez un cancer, c'est une grosse claque que tu te prends dans la figure. Et c'est un choc, quoi. Derrière, j'ai dû faire de l'EMDR. J'ai fait plein de choses pour l'annonce du cancer. Parce que pendant 5 ans, après, j'ai eu de l'hormonothérapie. J'ai plutôt bien supporté. Mais pendant 5 ans, tu as ce cachet qui te rappelle tous les jours que tu es malade. Il y a cette prothèse qui te fait mal et que tu as envie d'enlever, qui te rappelle la maladie et plus quand même les douleurs, etc. Ouais, je pense que quand on t'apprend une fois que tu as un cancer, tu dois apprendre à vivre avec pour toujours. Oui, pour toi, la pire est la première. Ouais, puis je me disais, c'est bon, j'en ai eu un, je vais quand même pas m'en taper d'autres. Après, ça a été plus de la sidération et là, le dernier coup, de la résignation. Je me suis dit, ok, il va pas me lâcher. La première fois, j'ai transformé en urgence de vivre. Maintenant, je suis à une étape de ma vie où je me questionne en me disant qu'est-ce que je fais pour que ça continue ? Pourquoi ça continue ? J'ai positivé, j'ai monté l'association, j'ai appris le piano, j'ai chanté, j'ai monté à cheval, j'ai bossé comme une malade, j'avais envie de bouffer la vie, de vivre à 100 à l'heure parce que tu dis que tout peut s'arrêter demain. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien pour que le cancer continue de m'envoyer des alertes ? Est-ce qu'à un moment donné, je dois ralentir ? Mais en même temps, moi, j'ai envie de vivre. Parce que, ok, là, on vient de me dire, c'est une petite récidive. Ok, c'est une petite récidive, mais c'est une petite récidive. Je suis repartie avec 2 opérations. Je repars pour 10 ans d'hormonothérapie. Quoi, je vais me coltiner ce cancer toute ma vie. Est-ce qu'un jour, on va me dire, vous êtes en rémission totale, vous pouvez souffler, j'aurai plus tous ces contrôles et ce sera jamais le cas puisque je vais être surveillée pour le pancréas. Donc, je me dis, je dois apprendre à vivre avec les contrôles tous les 6 mois et la peur au ventre parce que la peur, malgré tout, je crois qu'on s'habitue pas. Tous les 6 mois, tu vas à la trouille au ventre. Si toi, tu t'en souviens pas, ton corps te le rappelle. Moi, à chaque anniversaire de cancer, à chaque contrôle, tout d'un coup, j'ai des troubles de la déglutition, tu sais, on a des... La mémoire du T'as corps. la mémoire du corps qui parle et qui te dit, là, il va se passer un truc. Des fois, c'est même mon mari qui me dit, là, t'as pas tes contrôles bientôt parce que t'es pas super bien, tu manges moins, voilà. C'est là. Il faut juste apprendre à vivre avec. Est-ce que tu peux nous expliquer ta route depuis cette annonce-là que tu viens de nous raconter ? La première fois, comme c'était un petit cancer, j'avais 2 tumeurs de 4 mm et j'avais du in situ aussi. Donc, on a décidé de m'enlever le sein, mais j'avais presque le choix, en fait. Est-ce que j'enlevais le sein ou pas ? Et si j'enlevais pas le sein, je faisais de la radiothérapie. J'ai dit, bon, bah, ok, je préfère qu'on m'enlève le sein, j'en ai rien à faire. J'ai mis cette prothèse qui m'a gênée pendant 10 ans. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mise. Réfléchissez bien avant de mettre une prothèse, parce que quand on est sportif, c'est vraiment très handicapant. Ensuite, j'ai eu un premier mélanome. Je ne savais pas que j'avais cette mutation génétique. Et en décembre, là, puisqu'il fallait changer ma prothèse, je m'étais dit, j'aurais voulu l'enlever avant, mais j'ai été prise dans une espèce de course folle pour l'association. Et je me suis dit, j'ai pas le temps de me faire opérer. Puis là, je m'étais dit, j'arrive au bout de 10 ans, il faut que je change la prothèse. Donc, en décembre, j'ai dit, j'enlève la prothèse. C'est au beau milieu d'hiver, je pourrais faire une pause pour Hope. Et j'ai un petit caillou qui a poussé sur cette prothèse. J'ai fait une mammographie, on m'a dit c'est rien. Ok. Donc je dis au chirurgien plastique, bon bah c'est peut-être rien, mais ce petit caillou là, vous me l'enlevez quand même. Et paf, nouveau diagnostic, récidive.
C'était de nouveau une petite tumeur de 4 mm, la même tumeur que j'avais eue il y a des années. Donc cette fois, j'ai eu droit à radiothérapie, 25 séances, et là, je suis en hormonothérapie pour 10 ans. Un mois plus tard, je fais mes contrôles de mélanome. On me dit, oh, ce tout petit truc, là, je le vois effectivement au microscope. On va l'enlever. Je dis, pourquoi Non, mais c'est pas forcément grave, mais on va vous l'enlever quand même. Je dis, ah oui, mais parce que quand moi je le vois au microscope, je suis pas dermato, mais je trouve qu'il a quand même une sale tronche. Non, vous inquiétez pas, Madame Rouran, partez en vacances, vous revenez. Donc, un mois plus tard, effectivement, c'était un mélanome. J'ai une cicatrice encore de 10 cm dans le dos. Donc aujourd'hui, je me retrouve à 54 ans avec 4 cancers à mon actif. Ça va très bien, hein, mais faut quand même les digérer. Quand on subit ce genre d'annonces et de traitements, quelles ressources on met en place pour aller mieux? Tu as un peu évoqué le cheval et vraiment, j'ai envie que tu nous racontes du coup. Ça a été justement ta grande ressource, hein, c'est ça? Alors, mes ressources, il y en a eu plusieurs. J'ai toujours été ultra active, mais moi, ça a décuplé mon énergie. C'est-à-dire que j'avais envie de bouffer la vie et je monte à cheval depuis l'âge de 9 ans. J'ai toujours eu l'impression que ça a guidé ma vie. Quand j'ai appris mon diagnostic, j'étais en train de réaliser mon rêve de petite fille, monter des écuries. Et au moment où on a obtenu les permis de construire, je suis tombée malade et je me suis dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ok, les chevaux, moi, ça m'aide parce que finalement, dès que j'ai appris le diagnostic, j'ai continué à monter à cheval tous les jours. 3 semaines après ma vasectomie, j'étais à cheval. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais à cheval, je mettais la musique à fond et j'oubliais complètement la maladie. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de monter haut. Je me suis dit, si moi, ça m'aide, pourquoi ça n'aiderait pas les femmes ? Je tente le truc. J'ai trouvé dans mon village de 4000 habitants 12 femmes qui étaient OK pour tester le projet. Et en fait, ça a eu un tel succès. Quand tu prends un cheval dans tes bras comme ça, tu te mets autour de lui, waouh, il y a du lâcher prise. Et après, c'est le travail de la peur, le travail de la confiance en soi. Parce que quand tu te retrouves dans un espace clos avec un cheval, il fait 500 kilos, c'est l'autorité. Quand tu es capable de faire ça, tu te dis que tu es capable d'affronter la peur de la mort, la peur de la récidive, toutes les peurs de ton quotidien. Et le cheval leur permet ça. Ça participe à une reconstruction. Reconstruction totale. En fait, tu sais, on a mené une étude d'impact parce qu'on avait besoin de répondre à pas mal d'appels à projets. Donc, en gros, c'est un taux de satisfaction de 97%. Donc, c'est l'effet groupe, c'est tous les thérapeutes qui travaillent avec elle, c'est l'effet cheval. On est une grosse communauté de femmes et il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées dans l'association par la porte de l'équithérapie et qui ne veulent pas sortir de l'association, donc qui continuent et qui peuvent intégrer la comédie musicale que j'ai écrite aussi. Parce que ça aussi, l'écriture, ça fait aussi partie de ma résilience. Et j'ai écrit un spectacle, comme l'association s'appelle Hope et qu'elles se sont baptisées des optimistes, j'ai monté un spectacle et du coup, elle s'appelle Elles étaient une fois les optimistes. Et du coup, on a tout mélangé, le cheval, la danse, le chant, la peinture, tout. En fait, je dirais que la résilience, c'est la passion. Tu m'as parlé 2 fois de peur. Est-ce que tu as peur? Ouais. J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir de cette putain de maladie. J'ai peur de pas voir mes enfants grandir. Je sais pas pourquoi, j'ai peur de pas être à leur mariage. J'ai peur de pas vieillir. Moi, je rêve d'avoir des rides. J'en ai déjà plein. En fait, la dernière fois, j'ai dit à l'oncologue, est-ce que j'ai un jour une chance de devenir une petite vieille? Elle m'a dit, on va tout faire pour. Des fois, une petite phrase anodine te fait te raccrocher à de l'espoir. Et je me souviens d'une copine pharmacienne qui s'appelle Sophie Caille. C'est la première pharmacienne que j'ai rencontrée quand je suis allée chercher mon tamoxifène il y a 10 ans. Et elle m'a dit, vous avez un cancer du sein? J'ai dit oui. Elle m'a dit, ma maman a eu un cancer du sein. Et je dis, elle va bien? Elle a dit, oui, elle va super bien. C'était il y a 30 ans. Et en fait, ça, t'imagines même pas. Si. Tu vois? J'imagine, ouais. Ça a changé ma vision. Et c'est pour ça que des fois, j'ai envie de dire aux médecins et aux radiologues et aux oncologues, faites gaffe à ce que vous nous dites. Toutes les petites phrases qu'on nous dit, elles ne sont jamais anodines. Et en fait, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est qu'il faut trouver une personne, un ou une oncologue en qui on a suffisamment confiance et qui soit quelqu'un de positif. Parce qu'on a besoin d'entendre des choses positives.
contre la peur, l'espoir. C'est pour ça, Hope? En fait, quand on a fait le brainstorming familial, mes enfants ont participé, mon mari m'a dit « Bon, de toute façon, toi, je sais très bien, tu vas monter un truc, ça va devenir un gros truc et ça pourrait le devenir à l'international. Donc, trouvons un nom qui soit international et qui signifie quelque chose. » Et alors, l'espoir, par exemple, toi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Tu sais très bien que tout peut rebasculer du jour au lendemain. Donc, c'est peut-être aussi, des fois, quand on dit ça, nos peurs, c'est peut-être aussi pour défier la mort, parce qu'on a besoin de le verbaliser aussi. Verbaliser, ça fait du bien de dire oui, j'ai peur, oui, j'ai peur, je sais. Et puis, on sait très bien que le cancer... ça avance, la recherche avance, qu'il y a beaucoup plus de cancers et qu'il y a quand même de plus en plus de gens jeunes qui se découvrent un cancer aussi. Et qu'aujourd'hui, les choses avancent très vite, mais quand même pas assez vite. Quand nous, on est concernés, on trouve que ça avance pas assez vite. On aimerait bien qu'on nous dise, voilà, je sais pas toi ce qu'on t'a dit, mais est-ce que un jour on va te dire, je suis en rémission? C'est drôle parce que quand je te dis espoir, du coup, tu raccroches avec recherche finalement. Oui. Moi, là où j'en suis, mon espoir, c'est la recherche. Bah oui. Et tu vois, aujourd'hui, la recherche, elle avance. Mais j'en discutais avec Thierry Lhermitte qui travaille pour la Fondation pour la recherche médicale et qui, lui, fait des chroniques toutes les semaines. Et la dernière fois, mes enfants lui disaient « Mais pourquoi on guérit pas le cancer ?» Voilà, il disait « Mais il y a trop d'inconnus, trop de facteurs. Il y a les facteurs environnementaux, il y a les facteurs génétiques, il y a les facteurs où tu vis, ce que tu bouffes, ce que tu fais, ce que tu manges. Donc, c'est très compliqué. En fait, c'est presque du cas par cas. Pour nous qui sommes malades, t'es d'accord que ça avance pas assez vite. Franchement, j'ai quand même conscience, dans mon cas de cancer métastatique, que les 4 dernières années ont été fulgurantes en termes de, tu vois, justement de thérapie. Et je suis vraiment exactement à l'endroit où 4 ans avant, 4 ans après, on y reste, où on vit, quoi. 4 ans avant, il n'y avait pas le traitement que je suis en train de prendre. Tu vois, les cancers métastatiques, il n'y avait pas, c'était terminé, quoi. Oui, on savait que ça allait pas durer longtemps. Là, maintenant, les filles, c'est des phénix. Et alors, j'en reviens à toi. Je vais te poser la question du podcast. À coup de pourquoi en 2 mots. Est-ce que tu te sens transformée par les épreuves que tu viens de subir depuis 10 ans? Est-ce que l'épreuve a un sens pour toi? Ah oui, moi non seulement, alors je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas mystique, mais je suis persuadée que rien n'est arrivé par hasard. Que tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit la rencontre avec mon homme, que ce soit ma carrière de journaliste, ma carrière de maman, ma vie de cancéreuse, je pense que tout m'a amené à Hope, en fait. Comme si mon chemin avait été tracé et que j'étais venue sur Terre pour monter cette association. Mais qu'il m'avait fallu tout ce parcours de vie et de claques. Et en même temps, c'est des claques, mais je reçois tellement d'amour. Bien sûr que ça a un sens, la maladie a transcendé toute ma vie, mais mes amis, ma famille, ils disent tu vis, tu dors, tu manges. Oh, peut-être que des fois c'est un peu trop, tu vois. Des fois il y a des moments où je dis mais je vais tout arrêter, je suis épuisée, j'ai l'impression que je vais me prostitue pour lever des fonds pour l'asso, parce que c'est quand même, tu vois, on a un budget de fonctionnement de 500 000 € quand même. Et puis ma fille, hier, elle me dit non mais en fait, tu pourrais pas arrêter maman, t'aimes trop. Et c'est vrai, j'aime trop ça. Aider les autres, ça a pas de prix. Pour moi, Hope, c'est un cadeau. Voilà, quand je vois des femmes arriver chez moi qui vont pas bien et qu'elles repartent avec le sourire, je me suis dit j'ai pas fait tout ça pour rien et j'ai pas eu tout ça pour rien. Pour aider. Ouais, complètement. Dans ce fameux post LinkedIn, on te voit et on voit que tu as donc enlevé ta prothèse, on voit un sein à plat. Est-ce que ça compte pour toi l'esthétisme? T'en es où en fait de ton choix de reconstruction à plat? Je comprends vraiment pas pourquoi j'ai fait cette reconstruction il y a 10 ans avec la prothèse, parce que je pense que j'ai été influencée et à la fois par mon mari et l'oncologue qui disait vous avez 44 ans, voilà. Et en fait, moi, cette foutue prothèse finalement qui m'a sauvé la vie, puisque c'est grâce à elle que j'ai découvert ma récidive, j'ai vraiment douillé. Elle m'a fait mal pendant 10 ans. Dès que je faisais du sport, ça me tirait, je me grattais, j'avais envie de l'enlever. Et en fait, quand tu as vu ce fameux post LinkedIn, j'ai envie qu'on fasse tomber les tabous. Parce qu'on n'est pas obligé de se faire reconstruire, on n'est pas obligé d'être belle. Je sais que je suis pas belle comme ça, mais je m'en fous. En fait, aujourd'hui, je veux plus rien faire. Non, si on n'a pas envie de se faire reconstruire, on a le droit de pas être belle à cet endroit-là et c'est pas pour ça qu'on sera pas belle ailleurs. Donc, quand je pose avec cette photo et cette cicatrice, c'est les marques de ce que je suis aujourd'hui. Et je revendique le fait qu'on puisse être belle malgré une horrible cicatrice.
Justement, Octobre Rose, c'est là. Un message pour Octobre Rose, Anna? Même si ça vous paraît surréaliste, ce cancer, c'est un cadeau. Donc, si aujourd'hui vous apprenez que vous avez un cancer, oui, ça va être la merde, ça va être compliqué, ça va être difficile. Il faut pleurer, il faut accuser le coup, mais il y a toujours quelque chose de positif qui vient après. Et je pense que tu serais d'accord avec moi de dire que tout ce qu'on vit derrière la maladie, on le vit d'une manière tellement intense que si on n'avait pas vécu tout ça avant, on vivrait pas les choses aussi intensément aujourd'hui. La minute, les moments que tu passes avec tes enfants, les moments que tu passes avec tes amis, tous ces moments que tu vis d'une manière intense habituellement, et ben là, ils sont décuplés puissance 10 000. Est-ce que le cadeau, c'est pas nous se rapprocher de soi, justement? Est-ce que le cadeau, c'est pas finalement de se découvrir, de se reconnaître? Si, et puis c'est surtout de faire des choix, de ne plus voir certaines personnes. Tu choisis. Tu as le choix de voir les gens que tu aimes, le choix de faire les choses que tu aimes. Et c'est des choix que tu peux affirmer. Et non, moi, je fais le choix de continuer à avancer et à aider les autres parce que j'adore ça, en fait. Et puis, merci à toutes les femmes qui passent chez nous pour leur sourire quand elles repartent. Ça n'a pas de prix. Bonne route, Annabelle. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.